Imaginez que vous cherchiez un nouveau boulot, et comme vous êtes musicien, en plus d'une belle lettre de motivation, ce serait pas mal de joindre une petite bande démo pour montrer votre niveau. Sauf qu'on est en 1733, donc pas de MP3 ou une petite cassette audio, donc la seule solution, envoyer une partition. Et pas un petit PDF, 30 minutes de musique avec toutes les parties séparées, chœur, soliste, orchestre entier. Mais de quoi parlez-vous donc ? Ce pavé musical, c'est la candidature de Jean-Sébastien Bach qui va devenir l'une des œuvres les plus monumentales de toute l'histoire de la musique, la Messe en si mineur. Ah ouais, je connais, je crois que je l'ai vu. Oui. Pour Bach, c'est à la fois son best-of, son CV et une remise en question, et surtout une œuvre pleine de zones d'ombre. Vous allez voir que cette messe cache plus de mystère qu'un épisode d'X-Files. On devrait appeler le FBI. On est donc en 1733, Bach a 48 ans. Au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous dites Bach à la française ou bar à l'allemande. Je sais qu'on devrait dire bar, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis trop mal habitué. Point barre. Bach donc vit à Leipzig, et franchement, il est pas loin du burn-out. Salaire en baisse, travail répétitif, relations compliquées avec les autorités municipales par qui il est employé, bref, il a l'impression qu'on le respecte pas assez. Donc, il commence à regarder ailleurs. Il a bien raison. Faut comprendre qu'à l'époque, Leipzig fait partie de la Saxe, un puissant état du Saint-Empire romain germanique dirigé par un prince électeur, qui est aussi roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. C'est pas clair leur truc. Et en 1733, ce prince électeur, Auguste le Fort, décède pour laisser place à son fils et successeur, Auguste III. Bon, c'est le moment parfait pour tenter de se faire une place à la cour, et Bach décide alors d'envoyer une messe comme dossier de candidature pour tenter d'obtenir le titre de compositeur à la cour de Dresde. Pas une petite pièce vite fait, une vraie missa, en latin, écrite pour chœur, soliste et orchestre. Et bien sûr, il n'a que quelques semaines pour produire ce CV hors norme. Avec les 5 mois de deuil national, son agenda est un peu moins blindé que d'habitude, et il en profite pour composer de nouvelles musiques. Mais comme tous les compositeurs baroques, il recycle aussi parfois quelques idées en les retravaillant. Et pour produire tout ça, il fait comme d'habitude, il met toute la famille au boulot. Femmes, enfants, pour tout recopier correctement. Ouais, chez les Bach, les corvées à la maison, c'était autre chose que mettre la table et sortir les poubelles. C'est dur le métier d'artiste. Cette première version part donc en 1733 et s'appelle Missa, une messe avec Kyrie et Gloria, et qu'on appelle bien plus tard une Missa brevis, une messe courte. Mais la messe en si complète, celle de 2 heures qu'on connaît aujourd'hui, elle n'apparaît vraiment qu'en 1749. Là, Bach a 64 ans. Il est malade, presque aveugle, et il décide de rassembler toute une vie de musique dans une seule œuvre, que les musicologues appelleront bien plus tard une Missa Tota. Bach reprend beaucoup plus largement des musiques anciennes, on appelle ça la parodie, et rien à voir avec les sketchs, on en a déjà parlé dans des musiques investigations, ça consiste à reprendre ses propres musiques, souvent des cantates, et à les adapter avec des nouveaux textes. Pas du copier-coller paresseux, de la vraie réécriture. J'appelle ça du plagiat. Attention, c'est pas du recyclage de dernière minute. Les cantates de Bach étaient bien souvent écrites pour un dimanche précis, et une fois le dimanche passé, c'est terminé. Un peu comme les stories Instagram. En les mettant dans une messe en latin, il donne à sa musique une autre vie plus pérenne et plus universelle. Et selon les analystes, sur les 27 numéros de la messe en si, les 27 titres, environ 3 seraient entièrement nouveaux pour la période d'écriture 1748-1749. Il s'agit des 3 parties du credo. Tout le reste vient de compositions plus anciennes, entre 1714 et 1745, retravaillées, une sorte d'autobiographie musicale. Dites donc, ça a l'air sérieux son histoire. Et maintenant, petit détail intéressant, et premier mystère. Bach est protestant, très protestant même. Il bosse toute sa vie pour l'église luthérienne, sauf que la messe qu'il envoie est en latin, donc catholique. Alors, pourquoi ? Oui, pourquoi ? À l'époque, la Saxe est officiellement protestante, mais son souverain, lui, est catholique. Alors oui, ambiance politique religieuse très subtile à l'époque. Il ne respecte même pas la religion. Donc Bach comprend vite que s'il veut un poste à la cour, sa messe doit être en latin, version catholique, tout en restant lui-même profondément protestant. Le résultat, une œuvre hybride, du moins qui fait les choux gras des experts. Est-ce que c'est catholique, est-ce que c'est protestant? Les arguments fusent de tous les côtés, durée, parti, langue, confession. Et après des années d'enquête et de recherche, j'ai le plaisir de vous annoncer que personne n'est d'accord. Super, c'est cool. On s'accordera donc à dire que c'est chrétien et surtout universel. C'est peut-être ça le plus important. Pas une messe pour une église, une messe pour tout le monde, une messe pour
le monde. Un petit malin, toi, hein? Mais un autre mystère revient. Pour qui Bach a vraiment écrit ça entre 1748 et 1749 ? Parce que soyons honnêtes, il fallait une sacrée logistique pour jouer un truc pareil. Peu d'églises de l'époque auraient pu la faire jouer, trop longue, trop complexe, trop énorme. Et on suppose que Bach ne l'aurait jamais entendu complètement. Si certains chercheurs pensent qu'il avait un destinataire précis, d'autres suggèrent qu'il s'agit de son testament musical, son grand œuvre. Car oui, on a longtemps pensé que l'art de la fugue était l'œuvre ultime de Bach, qu'il y travaillait encore lorsqu'il devint aveugle, mais les dernières études montrent que la messe en si fait elle aussi partie de ses toutes dernières œuvres. Bien entendu, vous tenez cette révélation d'une source absolument sérieuse. Et maintenant, parlons du titre. Pourquoi la messe en si mineur ? Parce que techniquement, elle n'est pas vraiment en si mineur. Et oui, plot twist musicologique. Quoi ces conneries? La messe change sans arrêt de tonalité. Sur les 27 morceaux de l'œuvre, seuls 5 sont en si mineur. Mais rassurez-vous, c'est pas une erreur. Le si mineur ouvre l'œuvre. Et surtout, à l'époque, c'est une tonalité extrêmement rare pour une messe. Pas la tonalité la plus confortable pour les instruments de l'époque. Disons que pour certains vents et cordes, c'est un peu l'équivalent musical de faire de la rando en tongs. C'est dur. Mais ça donne le ton. Ce début raconte déjà quelque chose. Une foi puissante, une spiritualité qui avance doucement. Bref, Bach nous fait pas entrer au paradis direct. Le Kyrie, le chant d'entrée, est extrêmement expressif. La musique fait de grands bonds comme si elle cherchait quelque chose. Les notes glissent, se frôlent, créent une tension permanente. Les voix arrivent progressivement et on a vraiment l'impression que quelque chose s'élève. Résultat, un début sombre, intense et franchement impressionnant. Ça fait quelque chose, hein? Oh, tu vas pas te mettre à chialer. Et petit détail, Bach n'a jamais appelé ça messe en si mineur. Ce titre arrive bien après sa mort, quand on commence enfin à jouer l'œuvre entière. D'ailleurs, quand commencera-t-on à jouer entièrement cette messe ? Parce que Bach décède en 1750, peu de temps après son écriture, mais il aurait pu attendre un moment. Car ce n'est qu'en 1859, à Leipzig, soit 109 ans après son écriture, qu'on l'aurait joué entièrement en public pour la première fois. Mais traduite en allemand. La partition complète est éditée en 1845, mais auparavant, le manuscrit circule entre musiciens et spécialistes. Beethoven lui-même demande une copie. C'est la classe. Et dernière petite théorie rigolote parce que je suis un petit foufou, Bach adorait cacher des signatures dans sa musique. Par exemple, en mettant directement son nom, avec les notes si bémol, la, do et si bécard qui s'écrivent B-A-C-H en notation allemande. Cool, isn't it? Et on appelle ça le motif Bach. Enfin, le motif bar, plus exactement. J'aime la précision, vous le savez. Mais son nom peut aussi se transformer en nombre. Et ce nombre, c'est le 14. Parce que si on transforme les lettres de B, A, C, H en chiffres, B égale 2, A égale 1, C égale 3, et H, la 8e lettre de l'alphabet, égale 8. Donc 2 plus 1 plus 3 plus 8 égale 14. Voilà, même si je suis nul en maths, j'ai compris. Donc j'espère que vous aussi. Il n'y a pas besoin d'être Einstein quand même. Et en effet, on trouve parfois des 14 dans ses œuvres. Et les légendes autour de ce nombre, il y en a pas mal du tout au long de sa vie, y compris dans la messe en si. On compterait même 14 boutons sur le portrait officiel de Bach. Oui, sauf que ce portrait, c'est une copie du 19e, et que le portrait original, celui-ci, il y a 19 boutons. Mais il y a aussi 19 lettres si on prend les noms et prénoms de Johann Sebastian Bach. Bon, ok, c'est un peu bancal. Je te dis? Bouton, monsieur, je dis bouton, pif la tour. Eh ben, faudra te faire soigner, mon petit père. Et forcément, dans la messe en si, il y a pas mal de rapports mathématiques. Comme souvent chez Bach, mettre du contrepoint, des voix qui se répondent, s'entremêlent, se superposent. Bref, un vrai Tetris musical, ce JB. Par exemple, dans le Kyrie numéro 2, Bach écrit une fugue, donc une pièce construite autour d'un thème principal qu'on appelle le sujet. Et devinez combien de notes fait ce sujet? Je vous le donne en mille, 14. Et dans le Kyrie numéro 1, il y a 126 mesures, 126 divisé par 14, ça fait 9, 9 multiple de 3, 3 fois 3, et le 3, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le compte est bon. Ah ah. Non, attends, excuse-moi, il y a des choses que je peux accepter, mais là, ça va trop loin, là. Hein? Alors oui, il faut rester prudent avec ces histoires de chiffres, parce qu'on peut vite voir des messages partout, même si clairement, Bach, les chiffres et les symboles, c'était son petit kiff. Très bien, on a compris. Allez, un petit dernier exemple, le Crucifixus de la messe en si, on y entend un motif qui tourne en boucle, une basse qui descend note après note, comme si la musique elle-même s'écroulait. C'est ce qu'on appelle une ligne chromatique.
Et ce motif, on l'entend combien de fois d'après vous? 14? Ah bah non, 13! Oui, mais 13 c'est logique. Crucifixus, Jésus, dernier repas, Judas, 13 à table. On peut supposer que c'est peut-être pas un nombre choisi au hasard. Ce sera la conclusion. Mais au final, la messe en si mineur, c'est quoi? Une lettre de motivation, un best-of recyclé, un acte de foi, un monument pour l'éternité? Bah c'est peut-être un peu des quatre. C'est facile à dire maintenant. En tout cas, aujourd'hui encore, près de 280 ans plus tard, cette partition reste l'une des plus gigantesques de toute l'histoire de la musique. Et bonne nouvelle, si vous voulez l'entendre en vrai, sur instrument d'époque, pas besoin d'attendre 100 ans, c'est maintenant possible avec Insula Orchestra qui donne plusieurs concerts en 2026 avec Accentus et le Monteverdi Choir à la scène musicale, mais aussi à Budapest, Cuenca, Toulouse et Amsterdam en mars et avril. Pour que vous puissiez vous-même mesurer l'ampleur de ce monument musical signé Johann Sebastian Bach. Et promis, pas besoin d'être protestant, catholique ou expert en numérologie. Quelle chance on a! Et en fait, je vous ai pas dit, moi, si Bach avait eu son job en 1733 après avoir envoyé son CV là. C'est vrai, j'avais oublié. Alors la réponse est oui, mais 3 ans après, et une histoire de guerre de succession de Pologne qui a ralenti le processus de recrutement. Il a obtenu le titre de compositeur de la cour royale de Pologne et électoral de Saxe, stylé, mais bon, il a jamais quitté Leipzig. Faut dire qu'à Dresde, la place était déjà prise par Johann Adolf Hasse, la superstar locale. Et disons que Bach face à Hasse, c'était un peu Arte contre Netflix. Mais aujourd'hui, la messe en si est classée mémoire du monde à l'UNESCO. Comme quoi, il a bien fait de mettre son CV à jour. Nous, on se dit à bientôt, en concert, ou dans une prochaine vidéo. On va reparler de Bach, mais au cinéma cette fois, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Tchuss! Je me défends pas mal sur Bach.